Bonjour et bienvenue à la réunion de Chantier de France. Ce matin, nous allons nous intéresser à la sécurité. La sécurité, non comme une contrainte, mais comme une opportunité pour vos entreprises. Comment sécuriser vos chantiers? Comment sélectionner les matériels à même de bien protéger vos opérateurs? Pouvez-vous faire dans vos entreprises de la sécurité un levier de performance? À ces questions, nos invités vont répondre. Avec nous aujourd'hui, Jacques Icler, directeur matériel de la société Sobeca et Sobecamat. Bienvenue Jackie. Bonjour Jean-Noël, merci pour l'invitation et on va participer. Philippe Girard, président de Wacker Neuson France, notre partenaire pour cette table ronde. Bienvenue Philippe. Merci Jean-Noël, très heureux d'être ici pour représenter les constructeurs. David Gravé, directeur technique du groupe Loxam, bienvenue. Vous nous donnerez notamment votre vision pan-européenne de cet enjeu sécurité. Bienvenue David. Bonjour Jean-Noël, ravi d'être parmi vous pour évoquer ce sujet aussi important qui est la sécurité. Et Rodolphe Le Sieur. Bonjour Rodolphe, vous êtes directeur matériel achat des sociétés Cariescopique, Eurolev, MG Location, depuis 2 mois. Grâce au rachat. Bienvenue. Donc, assez intervenant dans l'élévation et la manutention, vous nous donnerez votre retour d'expérience. Messieurs, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Jackie, ma première question est pour vous. Quels sont les principaux enjeux quand on parle sécurité chez Firalp? Le principal enjeu, l'intégrité de notre personnel. Il arrive en bonne santé, il repart en bonne santé. C'est le plus important pour nous. Ça intègre beaucoup de choses sur lesquelles on va débattre, mais c'est l'intégrité. Il n'y a que ça qui nous importe, de par un fonctionnement, de par des investissements, de par un choix, de par des transformations. Au quotidien, c'est combien de collaborateurs sur les chantiers? On a 2200 collaborateurs sur chantier. On a environ 4000 cartes grises, donc on a toute une panel de matériel du MTB à la pelle en passant par des véhicules. Motobasculeurs, on va en parler tout à l'heure. Tout à fait. Et donc un risque routier aussi que vous prenez en compte. Et le risque routier qui est pour nous le premier risque de notre société. Ouais. D'accord. David, même question. Le plan loueur. Quels sont les grands enjeux de la sécurité au quotidien chez Loxam? Jacques l'a dit, le premier point c'est l'intégrité. Comment réduire le nombre d'accidents sur les chantiers ou même au sein de notre entreprise? Je pense que c'est un enjeu majeur. Je travaille chez Loxam depuis maintenant 26 ans. Je pense que ça a toujours été dans l'ADN de l'entreprise, mais c'est devenu au fil des années un vrai axe stratégique. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est bien sûr de réduire les accidents, mais aussi d'apporter une forme de différenciation et de fidélisation de nos clients. C'est aussi 2 éléments importants. D'accord, vous nous expliquez le rôle du loueur, notamment sur la mise sur le marché des l'innovation. Rodolphe, pour vous, alors donc on l'a dit, assez fort dans l'élévation de personnes et la manutention de charges, 2 gammes qu'on peut soupçonner un petit peu plus à risque pour les opérateurs et l'environnement de la machine. C'est vrai. Donc nous, aujourd'hui, un des enjeux majeurs, et c'est porté par notre maison mère qui est le groupe Berthaud, donc spécialiste du transport routier, c'est aussi de faire de la sécurité un réflexe au quotidien pour l'ensemble des équipes, de la direction jusqu'à tous les opérateurs sur le terrain. Donc la sécurité, c'est vraiment quelque chose qui doit être naturel, ancré dans tous les esprits et qui doit être présent dans toutes les décisions qu'on prend. Que ce soit des décisions opérationnelles, des décisions d'achat. C'est vraiment Berthaud a créé en interne la semaine de la sécurité. On va en parler. Qui se tiendra tous les ans au mois de mars, où on insiste sur toute la sécurité, mais celle-ci sera sur toute l'année une priorité dans tous les esprits des collaborateurs du groupe. D'accord. Philippe, chez Wacker Neuson, comment est pris en considération cet enjeu? Est-ce que c'est une démarche proactive du fabricant ou vous vous laissez un petit peu guider et orienter par vos clients?
Alors, c'est évidemment une démarche proactive et en tant que constructeur, nous fournissons les matériels à ces entreprises dans le monde entier et nous sommes extrêmement sensibles à leur sensibilité pour la sécurité et c'est pour ça qu'on a développé un certain nombre de dispositifs dont on aura l'occasion de parler. Pour moi, il y a 3 sujets. La première, c'est l'acceptation par l'opérateur. Le deuxième, c'est de ne pas nuire aux performances parce qu'en fait, on doit délivrer de la performance. Tout à fait. Et le troisième élément qui est très important aussi, c'est qu'économiquement, il faut que nos solutions soient viables. Sur des gammes compactes et médium, donc avec des enjeux économico-financiers qui sont très importants. C'est ça, puisque Wacker Neuson est principalement dans le light et dans le matériel compact. Les plus grosses machines chez nous font 15 tonnes. Et donc, c'est un enjeu financier encore plus challenging, comme on dit, d'apporter cette sécurité économiquement viable. Jackie, au cours de ces 5 dernières années, est-ce que pour vous, les choses ont évolué? Est-ce que cette prise de conscience est devenue beaucoup plus sensible, tant dans vos entreprises qu'auprès de vos donneurs d'ordre? Alors pour ce qui est de l'entreprise, oui, complètement. Hein, nous, c'est une priorité. Donc on a beaucoup de choses mises en place. On a malheureusement quelques accidents. Et on a des suivis sur ces accidents-là. Donc on a une réflexion qui est faite tant sur le plan humain que sur le plan matériel. Comment associer de la sécurité avec de la performance, mais comment associer de la sécurité et la faire comprendre. Ça, c'est le plus difficile. Aujourd'hui, on travaille dessus, c'est permanent, c'est au quotidien, tous les jours. On a des réflexions, on écoute beaucoup nos opérateurs, on écoute beaucoup nos gens de terrain. On parlera de différents types de matériel durant cette émission, mais nous devons travailler au quotidien dessus pour éviter les drames et malheureusement. On verra vos actions au quotidien. David, chez l'Oxam, ça a même quasiment donné lieu à une initiative avec les rencontres, qui étaient les rencontres d'Oxam. Les rencontres de la sécurité. Absolument. Donc, ça formalisait un petit peu la démarche du groupe. Parlez-nous de ces rencontres. Alors, l'objectif de ces rencontres, c'est de réunir différents, entre guillemets, personnes, c'est-à-dire réunir nos clients finaux, réunir nos constructeurs, réunir aussi donc des gens de l'Oxam pour évoquer la sécurité. Et bien sûr des partenaires sur la prévention, etc. C'est très intéressant parce que ça permet en fait d'avoir des échanges autour de la sécurité et en fait, on est tous acteurs dans la sécurité. Ce que je disais, Rodolphe, sur la culture sécurité, effectivement, ça doit démarrer du top management jusqu'entre guillemets aux collaborateurs et donc à l'utilisateur des machines. Donc c'est vraiment important qu'on fasse ces rencontres parce que ça permet d'échanger autour de la sécurité. On est ravis d'accueillir nos clients, nos fournisseurs, les organismes de prévention. C'est vraiment des moments assez intéressants et utiles. D'accord. Lionel, Rodolphe, on le disait, le groupe Berthaud a procédé à quelques acquisitions récentes. Oui. Comment on œuvre sur cet enjeu de sécurité quand on amalgame des sociétés aux cultures, aux organisations différentes? Alors je dirais que déjà on va dans toute acquisition étudier et analyser toutes les pratiques de l'entreprise cible et il est vrai qu'à chaque fois donc on a en tant qu'acquéreur des choses à apporter mais aussi des bonnes pratiques à prendre avec l'entreprise qui a été acquise. Et donc, c'est aussi des groupes de travail où on va mélanger nos savoirs, nos avancements, nos différentes expériences pour, ensemble, s'améliorer et aller petit à petit toujours un peu plus loin dans le domaine, dans le but de réduire les accidents et de répondre favorablement aux besoins de nos clients. Et selon vous, qu'est-ce qui a le plus changé au cours de ces dernières années dans ce domaine-là? Je dirais qu'aujourd'hui, avec l'arrivée quand même massive des équipements électroniques, de l'intelligence artificielle, c'est vrai et Philippe le disait tout à l'heure, il ne faut pas que la sécurité soit un frein au niveau des chantiers avec des opérateurs qui sont plus ennuyés, on va dire, que protégés. Donc l'idée, c'est aussi de leur fournir des équipements qui vont être capables de les alerter uniquement quand il y a un réel danger. Et pas systématiquement dès qu'il y a un mouvement, car on le sait, dans certains cas, l'opérateur aura
tendance à débrancher certains systèmes. Et le jour où on en a besoin, il faut que ça fonctionne. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle, petit à petit... On va l'aborder. Autrement dit, c'est le plus transparent possible pour l'opérateur. Oui. Vous êtes d'accord? Ah oui, je suis totalement d'accord avec les propos de Rodolphe. Et effectivement, aujourd'hui, la sécurité, pour qu'elle fonctionne, elle doit être transparente. Oui. Et elle doit assister, d'accord, sans enlever une forme de responsabilité quand même de l'opérateur. Oui, puisqu'on peut aller maintenant très loin, notamment dans l'asservissement de la machine à une intelligence qui lui dira, dans cette situation, j'arrête. Tout à fait, tout à fait. Quand on est opérateur chez Firalp, est-ce qu'on a conscience que dans la machine que l'on opère au quotidien, on est en réalité très assisté et en tout cas très équipé pour être en sécurité? Ah oui, alors pour le coup, nous il y a tout un mode de formation, hein, de prise en main de matériel. Quand on a un nouveau matériel, alors justement, on va parler de l'IA, on va parler effectivement, pour le coup, les opérateurs ne connaissent pas. On apprend, on avance avec cette modernité, hein, sur le matériel. On a des process chez nous, une école de formation, on a des formateurs qui se déplacent à chaque fois qu'un engin peut être amélioré, peut être modifié. Pour ça, il faut faire de la formation. Donc nos hommes et nos femmes sont complètement formés aux nouvelles technologies autour de cette sécurité-là. Et à l'origine, il y a bien un matériel, Philippe. Donc comment, chez Wacker Neuson, quand on part d'une feuille blanche, on introduit très rapidement cette exigence de sécurité dans la conception même de la machine, et peut-être conception d'une part d'un point de vue passif, mais aussi sécurité active de la machine. Alors effectivement, nous sommes au cœur de la création de la machine. Et au fil du temps, depuis que je suis dans la profession, depuis une bonne trentaine d'années, on a vu, je dirais, les exigences de nos clients passer de la performance, passer vers on parlait d'élévation avec plus de hauteur, plus de capacité, aujourd'hui à ce sujet qui est vraiment crucial, qui est le sujet de la sécurité. Donc le sujet de la sécurité, il doit être natif avec la machine. Donc les choses basiques, c'est de permettre à l'opérateur d'accéder à sa cabine en toute sécurité, puisqu'en fait, un opérateur, il monte et il descend de sa machine. Donc c'est des cabines larges, c'est des identifications très claires, des poignées pour rentrer, c'est une position ergonomique dans la cabine qui doit être extrêmement sécuritaire. L'opérateur, et je crois que David l'a dit tout à l'heure, doit être à la fois à l'aise avec sa machine et pour autant ne doit pas être déresponsabilisé. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, durant quelques années, on a contribué, je dirais, à améliorer la sécurité intrinsèque des machines. Et puis, on voit une accélération ces dernières années qui est le phénomène de heurt entre la machine et le piéton. Puisqu'en fait, vous travaillez et nous travaillons avec nos clients, travaillent sur des chantiers où il y a des machines et des hommes. Et en fait, ça passe d'abord par de l'information, du barriérage. Donc ça, c'est le rôle des gens qui font les chantiers. Mais si je prends l'exemple, par exemple, des mini-pelles de notre gamme, eh bien, on a mis des barres LED à l'arrière. C'est tout bête, mais la barre LED, elle est allumée dès lors que la machine est en mouvement. Par conséquent, dès lors que le levier est baissé en disant l'opérateur peut opérer la machine, eh bien, il y a une barre LED à la DLR qui s'allume. C'est assez nouveau, c'est ça. C'est ça. De la dernière édition, et visiblement sur votre stand, ça a été l'unanimité. Absolument. Tous les clients qui vous ont visité ont dit il faut que ce soit maintenant le standard. Absolument. Donc, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que ce soit des choses simples. Il faut que ce soit des choses intuitives. Il faut que les opérateurs se l'approprient immédiatement. Autre cas qu'on peut citer, c'est que nous sommes l'un des fabricants importants de dampers de chantier. Et les dampers de chantier, par définition, étaient un appareil accidentogène, tout simplement parce qu'on remplissait une grosse benne à l'avant en général. Donc il y a quelques années, Wacker Neuson a été le premier à faire une cabine réversible pour dire j'arrive sur mon chantier en marche avant et je pars en ayant inversé mon poste de travail. Ça, c'est typiquement le motobasculeur. Donc, on a la charge devant, l'opérateur
à pleine charge ne voit pas grand-chose, suivant le tonnage en plus de la machine. Et donc, vous avez été approché. Est-ce que c'est un projet que vous avez mené seul ou vous êtes rapproché notamment d'un loueur? Alors, on l'a évidemment développé avec nos clients, hein, tous nos clients qui nous ont émis le souhait, voire même à un moment donné, qui ont dit si vous continuez comme ça, on n'achètera plus de machines. Hein, donc, c'est aussi bête que ça. Et donc, on a travaillé avec tous les opérateurs, que ce soit les grands opérateurs ou que ce soit les loueurs aussi, pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire de façon simple et économiquement viable? Et donc, le principe qu'on a sur ce qu'on appelle les dual view, qui sont nos motobasculeurs avec la cabine réversible, ou le poste de conduite réversible, c'est d'avoir un système extrêmement simple, basique, qu'on puisse opérer, qui ne nuit pas à la fiabilité du matériel. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'était l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est qu'on nous dit, oui, mais le heurt machine piéton, comment est-ce qu'on le gère? Alors, des opérateurs extérieurs sont venus greffer des caméras, greffer tout un dispositif de capteurs. Donc, ces capteurs étaient faits par des gens qui n'étaient pas le constructeur de la machine. Donc nous, on s'est approprié le sujet. Et des capteurs on a qui n'étaient pas conçus à l'origine pour le chantier. C'est ça. Et donc on a dit comment est-ce qu'on peut intégrer ces capteurs et surtout comment ces capteurs peuvent assister l'opérateur. Et donc c'est ce qu'on appelle le dispositif ASC chez nous, qui est un dispositif de sécurité avec des caméras, des lidars, qui identifie des obstacles et qui va agir sur le freinage, sur la direction de le matériel. Donc on agit d'une part sur la conception même de la machine, la cabine rotative, et on agit sur la technologie et les nouvelles intelligences qu'on peut ajouter à la machine avec ces radars. On y reviendra. David, l'Oxam a été associé à ce développement. Qu'est-ce qui motive un loueur, à un moment donné, à se rapprocher du constructeur et à définir ensemble un cahier des charges d'une solution sécurité? En fait, il faut se mettre... Le loueur a une place très importante aujourd'hui, quand même. Il y a un grand nombre aujourd'hui de matériels qui sont achetés pour être loués. Je pense à l'élévation, Rodolphe ne me contredira pas. Il y a eu peut-être 7 ou 8 nacelles sur 10 qui sont vendus à des loueurs. Donc on a un rôle quand même très très important. Voire plus. Oui, voire plus, certainement. 80%, oui. Suivant les gammes. Et donc, finalement, on a un rôle très, très important rien que pour ça. Et on a aussi un rôle un peu de courroie de transmission entre les demandes clients et la définition du produit par le constructeur. Donc bien sûr, chacun a sa place, et tu l'as très bien dit, Philippe. Le constructeur a une expertise sur déjà les sujets réglementaires, parce que on est incapable aujourd'hui, nous, de fabriquer une machine. Ça nécessite... C'est pas votre métier. Déjà, c'est pas notre métier. Et donc, nous, l'idée, c'est d'être un peu cette courroie de transmission entre le besoin client, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients, je reviens sur ce que tu disais, ont des cahiers des charges de plus en plus je dirais, évoluer, voire des fois on arrive même à travailler avec des clients sur leur cahier des charges, avec toujours comme objectif réduire les accidents, c'est ça. Donc aujourd'hui, ce travail un peu collaboratif, il est vraiment important, c'est ce qu'on avait fait à l'époque ensemble, on avait travaillé, on avait apprécié d'être parmi ce groupe de travail pour essayer de faire évoluer les matériels. C'est d'ailleurs un peu le sujet de notre gamme Loxef, je ne sais pas si on en parle maintenant ou un peu plus tard, mais l'idée c'est toujours de faire un travail collaboratif entre clients, fabricants et loueurs. Donc la trilogie, et chacun apporte son domaine d'expertise, exactement, ses attentes. Donc c'est comme ça que ça avance. Rodolphe, là on était sur le motobasculeur, donc un matériel de terrassement. Dans ce qui est gamme élévation et manutention, est-ce que vous avez un retour d'expérience à partager, une collaboration avec un constructeur? Alors peut-être pas depuis la conception même de la machine, mais des adaptations, des améliorations à votre demande. Oui, alors c'est vrai que dans le domaine de l'élévation, effectivement, chaque machine présente des dangers, mais il est clair que dans le domaine de l'élévation, il y a un risque, une gravité qui peut être accentuée. Il y a quand même beaucoup de points qui ont été introduits dans la réglementation. Donc là, il n'y a pas de débat, c'est la norme qui doit être respectée. C'est vrai qu'on a aussi des constructeurs français de nacelles avec qui on travaille régulièrement. On a parlé des opérateurs, mais il faut aussi parler du transport. Parce que c'est vrai que le transport peut être source de pas mal d'accidents ou d'incidents. Et c'est vrai qu'on a eu ces derniers temps des problématiques de transport à résoudre pour éviter des chutes d'opérateurs, des chevilles cassées. Et c'est vrai que
un de nos partenaires français a pu y répondre favorablement pour trouver des solutions. En apportant quelle solution précisément ? En permettant depuis le plateau du camion de pouvoir accéder simplement aux manettes de la machine pour pouvoir la décharger en toute sécurité sans être cantonné à une bande de 15 cm autour de la machine qui fait qu'un matin assez tôt dans la nuit, un chauffeur peut rapidement glisser et se tordre la cheville. Donc c'est vrai que c'est plus la descente et le déchargement de la machine sur lequel on a pu travailler. Mais ça fait partie du quotidien de vos collaborateurs. Et aussi, on parlait de l'éclairage, aussi permettre un éclairage total de la machine sur 360 degrés pour pouvoir mieux appréhender les différents risques. D'accord. Jacques, vous avez un parc assez hétérogène, avec du petit matériel, on va dire, que vous trouvez sur étagère, mais vous avez également une spécialité avec des machines beaucoup plus spécifiques. Comment on arrive à homogénéiser la conception et l'utilisation en toute sécurité de ces matériels ? Alors nous, on a la particularité d'être propriétaire de notre matériel, alors navré pour la location, mais on travaille sur le cahier des charges. On a mis en place chez nous une procédure assez simple, c'est qu'on a notre propre cahier des charges, on prend le cahier des charges de nos fournisseurs et on les compare. Et quand on a une tendance, nous, à quand même un peu augmenter tous ces facteurs sécuritaires, et ça nous permet de les comparer et voire de les pousser un peu pour qu'ils améliorent. Il y a des choses qui sont assez simples. On a toute une campagne là de rénovation de ceintures de sécurité sur les MTB, sur les motobasculeurs. Alors, on en a même. Ouais, ah oui, parce que ça c'est l'outil danger dans toute sa splendeur. Mais c'est dans votre parc le matériel le plus accidentogène. Oui, on peut c'est celui qui est tenu comme le plus à risque. D'accord. Alors après, c'est peut-être pas celui-ci avec qui on a le plus d'accidents, mais on peut tout de suite avoir des drames. Pour le coup, ça se renverse très facilement. Enfin, ça freine, ça se pilote pas très très bien. Nous, il y a des. Alors, je le disais, on a nos formations, on a les CACES dits un peu officiels. Et on a un sujet sur ce type de matériel-là, c'est la ceinture de sécurité. C'est tout simple, mais la ceinture de sécurité, vous allez aller sur les chantiers, nos collaborateurs la mettent dans le dos. Donc là, du coup, on a 180 MTB. Ces 180 MTB-là, on les reprend avec une ceinture rigide. Si elle n'est pas attachée, ils peuvent pas le piloter. Donc ça, on rétrofite. On rétrofite l'ensemble de notre matériel. C'est un projet en cours. C'est un projet qui est en cours, qui devrait être terminé d'ici l'été, sur les 180 MTB. On l'a testé, on teste chez nous, on teste et fin de test, c'est bon, c'est pas bon ou c'est à améliorer, et puis on reteste si nécessaire. Là pour le coup, le système est assez simple à mettre en place. On parlait des 3 points d'appui, alors ça c'est quelque chose sur l'ensemble des matériels. Nous, tout ça maintenant, tous ces 3 points d'appui là, les poignées et tout sont en rouge, quelque chose de très visible. C'est très simple à faire et pour le coup, ça doit éviter justement cette mauvaise manipulation ou ce mauvais placement. Philippe, sur ce des points, la ceinture et les points d'accès, quelle est la philosophie de Wacker ? Est-ce que vous avez un cahier des charges pour toutes les gammes ? Alors, on a un cahier des charges. Ce qui est intéressant dans la discussion qu'on a eue, c'est qu'on a à la fois un opérateur une entreprise qui forme ses opérateurs et donc qui est au plus proche et qui est capable d'inculquer des choses. Et de l'autre côté, on a des loueurs qui, eux, ne maîtrisent pas forcément l'opérateur final. Et donc, il faut que la machine soit extrêmement intuitive lorsque vous la déposez sur un chantier le matin. Et donc nous, on travaille très en amont là-dessus. Alors, pour revenir sur l'histoire des ceintures, on a toujours respecté les normes qui nous étaient imposées. Et cette discussion sur le petit plus sécurité est assez récente. Donc, les ceintures rigides aujourd'hui deviennent la norme et viennent au fil des nouvelles machines. Mais il faut reconnaître qu'il y a encore besoin de rétrofit et vers un autre sujet sur lequel on va atterrir, c'est l'économiquement viable. C'est-à-dire que sur le marché, on est aussi jugé en fonction du coût de nos machines. Et donc le coût de nos machines, il faut qu'on soit extrêmement sensible sur le fait de ne pas avoir des options qui soient trop chères parce qu'elles ne sont pas acceptées suffisamment vite sur le marché.
une option, par exemple, le signal vert pour pouvoir constater de loin que la ceinture... La présence de la sécurité, la ceinture de présence de la ceinture, Oui. alors c'est Comment quelque c'est chose... perçu par le marché, et notamment par les loueurs, qui sont une partie importante de vos clients. Je vais peut-être être impoli ici, mais en Angleterre, c'est la norme depuis une bonne dizaine d'années. Et lorsqu'on le propose, c'est un petit coût supplémentaire. Et ce coût supplémentaire, il faut petit à petit le faire passer. Alors ça arrive. C'est-à-dire que de plus en plus, aujourd'hui, toutes nos machines en sont équipées en Angleterre systématiquement depuis des années, et la plupart de nos machines sont équipées quasiment en standard en France aussi. Donc la présence de la ceinture extrêmement visuelle à distance avec un gyrophare vert. David, est-ce que suivant qu'on est en Angleterre, en France ou en Scandinavie, puisque l'Oxam est très présent, on appréhende différemment ces enjeux de sécurité? Oui, Philippe vient de le dire. Il y a certains pays où cet enjeu est peut-être plus mis en avant que dans d'autres. Effectivement, en Angleterre, le capteur de ceinture qui fait apparaître qui allume le gyrophare pour montrer que la ceinture est mise, effectivement, c'est aujourd'hui plutôt né dans ces pays anglo-saxons. Il y a ce qu'on peut mettre en place sur les machines, les options qu'on peut mettre en place, et la culture sécurité. Je trouve qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier quand même qu'on peut mettre plein d'options sécuritaires sur les machines, mais il y a un sujet avant tout, c'est comment est appréhendée la sécurité pour l'utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, on a encore, il faut se le dire, je pense à des ceintures de sécurité pour des engins, mais le harnais qui vous évite de faire une chute de hauteur sur une nacelle, il est aussi très très important. Même si de plus en plus on voit que les gens ont un harnais et se sont accrochés, on a encore aujourd'hui des accidents où on voit qu'il y a des personnes qui ont fait une chute de hauteur d'une nacelle. Donc il y a à pousser effectivement sur des solutions pour améliorer la sécurité sur le matériel, puis il y a encore un gros travail à faire auprès des utilisateurs. C'est pour ça que je trouvais assez intéressant la réflexion de Jackie sur la formation ou la sensibilisation, parce que on va plutôt parler de sensibilisation. Je trouve que c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. On travaille beaucoup sur tous les sujets, effectivement, le cahier des charges, les évolutions réglementaires, mais la sensibilisation de l'utilisateur est un élément très, très, très important. Rodolphe, dans le domaine de la nacelle, des grands acteurs sont américains. Oui. Les Chinois sont très pressants. Tout à fait. Sur le marché européen et français. Est-ce que, suivant la provenance du fournisseur, vous constatez un traitement différencié de ces apports de sécurité? Déjà, comme le disait David, ce sont des fournisseurs d'une culture différente. Donc, je pense qu'aussi en France et en Europe, on a une approche très très stricte de la sécurité avec plein de demandes de nos clients où on va très très loin dans les systèmes sécuritaires. Après, il est clair que un constructeur de nacelles américain va avant tout, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui sur les nouvelles gammes, mais au départ, ce sont des produits qui sont conçus pour le marché américain, où on a des contraintes différentes. Nous, on est la vieille Europe, où on a des chantiers exigus. Les États-Unis, la Chine, ce sont des pays très vastes où les contraintes d'exploitation sont différentes. Donc il est vrai que certains modèles américains sont plus encombrants, donc qui offrent des performances adaptées à leur marché. Donc c'est vrai que quand on importe ces machines, parfois l'adaptation à ces machines sur nos chantiers peut être peut-être un peu délicate, mais il est vrai que aujourd'hui, ces constructeurs l'ont compris et beaucoup de machines sont conçues aussi, ou en tout cas en partenariat fort avec leurs filiales européennes. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui des machines de marque américaine, mais qui sont pensées pour les pays européens. En est-il de même pour les Chinois? Les Chinois, c'est un peu différent. C'est vrai que eux, ils ont une politique de volume aussi, où quand les débouchés ne sont plus chez eux, ils viennent vendre beaucoup de machines dans nos pays. Donc ils sont à l'écoute de nos problématiques, mais c'est vrai qu'on est encore assez éloignés les uns des autres et on n'a pas la même
interaction aujourd'hui, ça vient. Aujourd'hui, les constructeurs chinois s'implantent avec des filiales en propre, Tout à fait. alors que ce n'était pas le cas avant. Donc petit Et à des petit, matériels qui sont réputés conformes à la directive machine européenne. Est-ce que la directive est suffisamment stricte pour que le matériel soit en totale adéquation avec les attentes de sécurité? les matériels importés chinois aujourd'hui, alors peut-être pas les... Je crois qu'il y a 87 fabricants de nacelles en Chine. Nous, on travaille avec quelques-uns. En tout cas, ceux que l'on a sélectionnés nous procurent des matériels conformes aux normes, évidemment. Sinon, on n'achèterait pas. Philippe, pour un constructeur, est-ce que la conformité machine telle qu'elle est imposée en Europe est suffisante? Alors, je crois que c'est la base, c'est évident. Est-ce qu'elle est suffisante? Certainement pas. Mais encore une fois, on ne va pas tout caser dans des normes. En fait, je pense qu'en tant que constructeur européen, nous sommes à l'écoute de nos marchés, de nos opérateurs, de la culture de nos opérateurs. Je pense que ça a été dit plusieurs fois ce matin. Et en fait, il faut qu'on intègre la sécurité. Et encore une fois, qu'on tombe pas sous le coup de la norme. Parce que des normes, on peut en mettre autant qu'on veut. Mais elles sont souvent contraignantes et elles oublient un petit peu le bon sens. Chez Wacker Neuson, on aime bien le bon sens. C'est-à-dire que quand on met un bandeau lumineux à l'arrière de la machine, c'est pas parce qu'on nous l'impose, c'est simplement parce qu'on a trouvé que c'était une super bonne idée que d'avoir un bandeau lumineux qui soit allumé lorsque la machine était en mouvement. C'est tout bête, c'est tout simple, c'est visible depuis tous les angles de la machine. Et donc, je pense qu'il faut pas chercher à tout normer. Enfin, moi, c'est ma philosophie. Je pense qu'il faut aussi que nous soyons et que nous continuions d'être très, très proches de nos clients, à la fois les grands opérateurs, à la fois les loueurs et puis à la fois les clients finaux, pour être à l'écoute du moindre détail. Et il y a un point auquel moi je tiens beaucoup, c'est l'adoption par l'opérateur final, celui qui est au volant de sa machine. C'est-à-dire comment lui va appréhender le fait de... Si il valide, c'est que c'est bien conçu, ça répond à ses attentes et que c'est plus un problème pour lui. Parce qu'en fait, si ce qu'a dit Jackie tout à l'heure, si on a tendance à boucler sa ceinture et à s'asseoir dessus, c'est parce qu'il y avait une contrainte, peut-être qu'il y a un beeper qui s'allume et qu'il est dérangeant. Alors il faut peut-être trouver un autre moyen pour surpasser ce beeper et faire comprendre que la ceinture, c'est pas pour enlever le beeper, mais c'est pour sa propre sécurité, quoi. Donc moins de réglementation, mais plus de collaboration. Absolument. Avec les différents acteurs, avec les acteurs, utilisateurs finaux au plus proche du terrain. Pour le loueur, David, c'est aussi une façon de se démarquer. Est-ce que ça fait partie un petit peu de la culture de l'Oxam d'aller vers ses clients en proposant des machines différenciantes, notamment sur ce plan sécurité? Oui, comme je te disais, la sécurité, ça fait partie de l'ADN de l'Oxam. Donc, ça fait bien longtemps, honnêtement, qu'on essaye de trouver des solutions avec nos clients. C'était le cas du dumper réversible. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir aujourd'hui travailler avec nos clients et avec nos constructeurs sur des solutions qui vont améliorer la sécurité sur les matériels. C'est tout à fait la philosophie un peu de la gamme LockSafe. Voilà, que vous avez labellisé un petit peu. Voilà, qu'on a labellisé aujourd'hui, qui est, entre guillemets, le principe, c'est de travailler ensemble sur les principaux risques qui sont liés à l'usage d'un matériel. Si on évoque le chariot, on a des risques de collision, on a des risques de renversement, et de trouver tout ce qu'on peut mettre en avant pour réduire ces risques. C'est sur la Minipelle, la bande lumineuse Camille Wacker. Pour nous, c'est aujourd'hui au démarrage des radars de recul et maintenant une caméra avec de l'IA, pour réduire, en tout cas, et faire que pour l'opérateur, ça soit le plus transparent possible. Il n'est alerté que s'il y a un risque de collision avec un opérateur. Il faut essayer d'apporter, encore une fois, des solutions sécuritaires qui vont aider l'opérateur, l'assister. Si on contraint, c'est souvent plus long et plus compliqué. Donc, le principe, c'est de l'assister. Et c'est important, justement, de pouvoir travailler directement avec les clients parce que c'est dans l'usage qu'on va se rendre compte si la solution technique apportée pour réduire les risques va être efficace ou pas efficace. Comment évolue cette gamme LockSafe? Combien de références? Et comment vous la faites vivre? Ouais. Parce que j'imagine qu'il y a des références qui rentrent, d'autres qui sortent. Ouais. Ça se passe. On l'a fait surtout évoluer, en fait. Donc, la première gamme qu'on avait sortie en 2021 concernait les chariots. On évoquait tout à l'heure, on a travaillé sur les machines les plus dangereuses, quoi. Effectivement, le dumper faisait partie aussi d'une cible. Le chariot, c'est aussi une machine sur laquelle on a malheureusement beaucoup de renversements de chariots. On a aussi malheureusement
des accidents liés à des collisions piétons-machines. Donc on a travaillé sur cette gamme-là en 2021. Aujourd'hui, on a un parc très significatif de chariots dits Logsafe. On a poursuivi cette démarche avec l'élévation, puisque c'est aussi des machines où il y a des risques importants, comme l'évoquait Rodolphe. Et aujourd'hui, on a travaillé sur les nacelles automotrices et sur les nacelles sur véhicules légers. Et on a aussi développé une gamme de mini-pelles Logsafe. Parce que des fois, il y a des sujets, on se pose toujours la question, mais pourquoi les opérateurs enlèvent leur ceinture dans les mini-pelles ? Parce que des fois, un canalisateur, il a besoin d'aller voir le fond de fouille. Et plusieurs fois. Et donc quand on a compris ça, on peut mettre un dispositif qui a par exemple une caméra de fond de fouille pour aller voir le fond de fouille sans être obligé d'être se lever du siège et d'enlever sa ceinture. Parce que c'est un peu comme l'élévation. Souvent, c'est pas que l'opérateur ne veut pas mettre son harnais, c'est qu'il l'oublie. Parce qu'il est amené à descendre de la nacelle, à remonter dans la nacelle, descendre, remonter. Si à un moment, on ne lui met pas un signal, comme on peut avoir dans nos voitures, on l'alerte qu'on n'a pas mis, on est alerté quand on n'a pas mis sa ceinture. C'est la même approche qu'il faut avoir sur les nacelles. Et quand on a développé ce système de détection, d'accrochage de harnais, c'est entre guillemets, pour rappeler surtout à l'utilisateur, n'oublie pas, il a son harnais des fois. On a vu malheureusement des accidents très graves où la personne avait son harnais. En plus. Elle avait simplement obligé de raccrocher la longe sur la machine. Donc un harnais qui n'est pas accroché. Donc voilà, c'est moins efficace. Donc tout ce travail un peu, on l'a en discutant avec nos clients et avec les constructeurs. Rodolphe, est-ce que ça fait partie du rôle du loueur de proposer et de démarcher un petit peu vos clients pour promouvoir ces solutions ? Oui, c'est sûr qu'on en parlait tout à l'heure, le loueur va mettre à la route, on va dire, ou sur chantier, 70 à 80% du matériel vendu dans le pays. Donc il est clair qu'on doit permettre, et on doit écouter nos clients pour satisfaire leurs demandes, et on doit être aussi proactif pour faire en sorte que petit à petit, l'ensemble de la profession, ensemble, on n'atteindra jamais le niveau zéro, la perfection, mais qu'on essaye, que ce soit un objectif de l'ensemble des acteurs, d'aller de l'avant et de toujours proposer et étudier les risques. David le dit, on peut tout à fait se poser la question et pourquoi l'opérateur se lève de sa mini-pelle. Donc c'est sûr que c'est ensemble, et le loueur fait partie de la chaîne, bien évidemment. Ensemble, on a travaillé ces sujets pour qu'aussi, on a aussi un phénomène de rétroactivité du matériel. On ne peut pas forcément toujours rétrofiter l'ensemble de nos matériels parce qu'on a tous un modèle économique à tenir. Mais petit à petit, on intègre les nouvelles solutions qui nous semblent pertinentes dans un standard. Et on est aussi garant de ne pas faire non plus des sapins de Noël, des machines qui, à la fin, sont complètement obscurs pour l'utilisateur. Il faut bien penser, c'est l'utilisateur qu'on veut protéger, donc il faut lui faire des choses simples et qu'il va trouver naturelles et qu'il va s'approprier. Et Jackie, le rétrofit, c'est une alternative. Les directeurs matériels ont leurs opinions. Est-ce que c'est envisageable dans votre parc, pardon ? Alors oui, c'est complètement envisageable dans le parc. Alors nous, c'est très simple. C'est une culture, la sécurité. Donc il faut la transmettre. Pour la transmettre, il faut que de la direction générale, du PDG jusqu'aux compagnons, on en parle. Notre opérateur va nous dire il y a ça qui ne fonctionne pas. Il faut creuser. Il ne faut pas le laisser sans réponse déjà. Donc il faut la profession, alors la culture de l'entreprise Firal, nous, je pèse mes mots, on aime nos collaborateurs. Hein, c'est pas de l'amour, mais ça y ressemble. Hein, et pour ça, il faut les écouter. Il y a énormément de solutions. Et là, je vous rejoins complètement. Des sapins de Noël, ça marche pas. Trop de sécurité va tuer la sécurité, de toute manière. Donc il y a effectivement tout ce qu'on peut imaginer. Il y a déjà tout ce qu'on n'imagine pas. Et ils ont beaucoup d'imagination. Et quand c'est trop enguirlandé, on débranche. Hein. Ça, c'est... Donc, il faut arriver à transmettre. Moi, c'est vraiment... le matériel est important, et je pense que le matériel, il y a des normes, elles sont respectées. On peut faire mieux, on peut faire différent. Peut-être pas mieux, mais différent. Nos grands pensants peuvent imaginer certaines choses, nous d'autres. Mais
la modification, le rétrofit, tout ce qu'on peut imaginer de reprise de sécurité, elle se fait par l'opérateur. Il vous dit ça marche, ça marche pas. Et après, il y a l'étude de l'accident de travail. Chez Firalp, toutes les semaines, de façon hebdomadaire, on a une revue d'exploitation. Et l'ensemble des accidents de travail, presque accidents, ils sont traités. Avec la direction générale, avec l'ensemble des directeurs et derrière de des actions correctives. Et il y a des actions correctives de façon hebdomadaire, de façon jusqu'à plus d'un an. Et on revient tous les 6 mois quand c'est un accident d'une gravité. Il y a plusieurs niveaux de gravité. Et alors on évite le 4, ça va de 1 à 4 pour faire simple. Et quand on est dans ce type de gravité-là, on en reparle, on voit, on avance, on réfléchit et on fait participer nos fournisseurs aussi, ce qui permet d'élever tout le monde, parce que on peut pas faire ça chacun de notre côté, c'est pas possible. Il faut le faire. Philippe, quand on est un fournisseur de matériel léger et compact, donc avec des contraintes, on l'a dit, financières, quand on s'adresse aux loueurs et aux utilisateurs finaux, est-ce qu'on arrive à avoir une stratégie commune sur la conception et la définition du produit en termes de sécurité? On est tenté d'avoir 2 offres distinctes suivant à qui on s'adresse. Je pense qu'il ne faut pas avoir 2 offres. La sécurité, c'est pas une option. Donc, il faut absolument qu'on arrive à répondre. Et c'est justement à ce niveau-là qu'il faut que l'on challenge nos ingénieurs pour trouver des solutions extrêmement pragmatiques, extrêmement cost-effectives, comme on dit en anglais. C'est-à-dire des solutions qui soient simples, abordables. Vous l'évoquiez tout à l'heure, dans une cabine de machine aujourd'hui, il n'y a rien de plus intuitif que de rajouter une caméra de plus, un écran de plus. Alors, quand on a 2 écrans, quand on a 3 écrans dans la cabine, on peut pas demander à l'opérateur de surveiller tous ces écrans, c'est pas sérieux. Donc, si on repense à la conception, et je reviens encore sur le dumper, donc le motobasculeur, on a dit, voilà, on a un écran déjà avec des caméras, on va essayer de tout faire passer par cette caméra-là. Donc, déjà, ce sont des économies d'échelle, puisqu'on n'a pas besoin de repayer des écrans, et puis on va mettre les caméras qui sont nécessaires, et puis on va faire en sorte qu'il y ait des essuie-glaces, on l'a tous sur nos voitures, des essuie-glaces sur les caméras, puisqu'en fait, on travaille quand même sur des chantiers boueux. Donc, encore une fois, si la caméra est masquée à cause de boue au bout de 10 minutes sur un chantier, l'opérateur, il va laisser tomber, il croira plus à son dispositif. Si on met le petit jet qui fait que la caméra est nettoyée automatiquement, eh bien, elle sera toujours opérationnelle. Donc, ça passe par des petites choses simples, mais qui sont intégrées dès le départ de la conception. La sécurité, c'est une philosophie de conception. La sécurité, pour Firalp, c'est une philosophie d'entreprise, c'est une culture d'entreprise. C'est la même chose chez Loxam, c'est la même chose chez Euroleve, c'est la même chose chez Loc'Armor. C'est chez nous, c'est aussi la même chose, c'est de l'intégrer dès la conception même du matériel. Et les prochains matériels sur lesquels on travaille, la sécurité aujourd'hui est essentielle. Loc'Armor, société sœur également de Euroleve et de Cariscopé. David, à l'échelle du parc Loxam, est-ce que le rétrofit est envisageable ou c'est vraiment le dernier recours? On évoquait là un sujet concernant les interfaces homme-machine. C'est difficile aujourd'hui, par exemple, si on veut ajouter des sécurités, informer, etc. Des fois, effectivement, on est un peu bridé parce que, parce qu'il y a des solutions qui ne sont pas forcément toujours facilement rétrofitables. Donc ça, et nous, clairement, aujourd'hui, on s'appuie sur le constructeur pour valider des retrofits. Aujourd'hui, on ne rétrofite pas dans notre coin. Aujourd'hui, ces décisions de rétrofit, elles sont forcément validées par le constructeur. Donc, c'est pas toujours évident. Honnêtement, c'est pas toujours évident. Notamment, je trouve aujourd'hui... on évoquait une forme de transparence et de simplicité pour les utilisateurs. C'est vrai, quand on a une IHM ou une interface homme-machine avec un écran qui va à un moment dire « n'oublie pas de mettre ta ceinture de sécurité », c'est préférable à un voyant qu'on aura rajouté. Effectivement, demain, de rajouter un 2e écran ou un 3e écran, effectivement, ça apporte des contraintes. Alors, par contre, des fois, il y a des solutions. Finalement, on peut avoir des solutions intermédiaires qui vont déjà, entre guillemets, nous permettre de réduire le risque avant d'avoir une décision finale. Je reviens sur le sujet des collisions machines. Ça fait longtemps que nos clients nous sollicitent pour avoir des caméras, pour effectivement, lorsqu'ils reculent, lorsque l'opérateur recule, puisse voir derrière facilement, etc. Parce que des fois, effectivement, il y a des angles morts.
la caméra, c'était une première solution. De là, il y a eu, nous, on a fait le choix de dire, sur un chariot, quand même, la caméra, c'est bien, mais la personne doit regarder la charge qu'il est en train de manutentionner. Il doit aussi regarder en bas à droite l'écran de sa caméra. C'est tout de suite plus compliqué. Donc, on était parti sur des radars de recul qui nous semblaient être la meilleure solution pour qu'en fait, l'opérateur ait toujours une vue sur sa charge. Et puis, aujourd'hui, il y a des technologies qui viennent, qui sont plus abordables, parce qu'il y a aussi, effectivement, comme l'a signalé Philippe, une histoire aussi d'argent par rapport à tout ça. On peut proposer des solutions, mais si elles sont trop coûteuses ou ça devient un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, on voit bien que les caméras IA se sont démocratisées. Aujourd'hui, les coûts d'investissement se sont fortement réduits. L'offre s'est ouverte. Voilà, l'offre s'est ouverte. Et tout à l'heure, on parlait de la gamme LogSafe. Elle évolue comme ça, en disant, on avait une solution de radar de recul. Maintenant, depuis octobre 2025, tous les chariots LogSafe qu'on commande ont cette caméra IA. Pourquoi ? Parce que c'est le bon moment. Donc effectivement, il n'y a pas une réponse à ta question. Ça peut être oui, ça peut être intéressant, ou des fois, il y a une temporalité, une maturité des technologies, donc un coup. Et est-ce que ces machines, donc on va dire, qui sont un petit peu plus sécuritaires, vous arrivez à les valoriser dans un monde de la location de matériel d'élévation et de manutention, qui est quand même très concurrencé? C'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile d'arriver à, effectivement, d'intégrer dans nos tarifs de location le surcoût de la sécurité. Je dirais, c'est ensemble les différents acteurs et les fabricants qu'on doit arriver à trouver des solutions économiques pour que ça soit intégré au prix de la machine et non pas qu'on ait à augmenter nos tarifs pour intégrer le coût d'une caméra et autres. C'est vrai que c'est aujourd'hui assez difficile d'avoir des tarifs augmentés parce qu'on a mis une nouvelle technologie dans les machines. Philippe, si on vous avait dit il y a 3 ans que sur des gammes compactes, vous intégreriez des technologies avec reconnaissance grâce à une caméra et l'intelligence artificielle, est-ce que c'était pour vous de la science-fiction ou vous dites non, c'est un petit peu dans la logique des choses? Non, je crois que ce qu'a évoqué David tout à l'heure est très juste. C'est-à-dire il faut vivre avec son temps. Et la démocratisation des caméras IA, etc. Évidemment que nos ingénieurs bossent dessus et sont prêts. Et ils seront prêts, ils sont d'autant plus prêts le jour où ces solutions de caméras IA seront tellement démocratisées qu'elles auront baissé en termes de coûts. Par contre, il va falloir s'assurer qu'elles soient fiables. Parce que mettre de la sécurité et des circuits électroniques partout dans la machine, il faut quand même qu'on soit conscient. Nous, on est des gens extrêmement pragmatiques. Et si c'est pour créer des pannes supplémentaires sur les matériels que l'on met à disposition de ces gens-là, ça va pas marcher. Donc ça prend un petit peu de temps. Il faut écouter ce que le marché est capable de nous proposer à l'instant T. Et il faut l'intégrer. Pour moi, il faut l'intégrer dans la machine dès sa conception. Et vraiment l'intégrer, couvert par la garantie, couvert par tout ce qu'on sait faire. On parle beaucoup des faisceaux électriques aujourd'hui qui sont complètement intégrés sur les machines. Il faut que ce soit dedans. Rajouter un bout de fil pour rajouter une caméra, on sait que c'est pas fiable dans le temps. Ouais. Et je dirais l'ADN de Wacker Neuson, c'est quand même d'avoir des matériels qui soient hyper fiables chez nos clients, pour pas revenir dessus. On a beaucoup insisté sur les motobasculeurs. Est-ce que typiquement les chargeurs sur pneus, les télescopiques, qui font également énormément de marche arrière, peuvent potentiellement bénéficier de ce traitement-là? Absolument. Alors dans le domaine du télescopique, on peut le mentionner, on a une gamme de télescopiques compacts uniquement chez Wacker Neuson. Ce sont des machines qui, par conception, ont un champ visuel qui est extraordinaire par rapport à la plupart de nos confrères. Donc on a fait en sorte de positionner la cabine comme une espèce de bulle au-dessus pour permettre à l'opérateur d'avoir une excellente visibilité. Le dernier 6 mètres qui vient de sortir, j'ai envie de dire à David, même pas la peine de mettre des caméras puisqu'on a cette vue à 360 degrés, donc ça commence par ça. Voilà. Tu as raison, la vision directe, ça reste aujourd'hui la meilleure des solutions. Et tu as tout à fait raison. Si on parle des fiable. Oui, en plus. Et si on parle des chargeuses, la nouvelle gamme de chargeuses qui viennent d'arriver, les 750, 950 qu'on est en train de livrer actuellement sur le terrain, offre une visibilité sur l'avant du matériel comme on n'a jamais égalé. Voilà, donc nos ingénieurs ont vraiment fait des efforts pour travailler sur le natif sécurité de la machine. Le natif sécurité dans vos métiers, Jackie, c'est souvent devant la machine, ce qui veut dire de temps en temps on oublie qu'il peut y avoir un déport, qu'il peut y avoir quelqu'un à proximité qu'on n'aura plus dans le champ de vision. Comment on ne se laisse pas déborder
par cette spécificité métier? Ça, c'est aussi un vaste sujet. On est bien d'accord. Donc, on écoute nos fournisseurs, ils écoutent leurs clients. Donc ça commence déjà par là. On réfléchit, parce que là, c'est très juste ce qui vient d'être dit, c'est qu'on va mettre de l'IA, on va mettre un peu tout. Alors, peut-être un peu plus âgé que la moyenne, mais on est vite perdu. Par contre, la réflexion d'avoir, une bulle, quelque chose qui permet de voir... mais ça, elle vient d'ingénieurs, elle vient aussi d'opérateurs, qui vous ont dit non, mais moi, la caméra... On aura les jeunes qui vont arriver sur le marché, les jeunes qui sont encore sur le marché, parce que jusqu'à la quarantaine, on est à peu près jeunes. L'IA, ça fait pas peur, on n'y craint pas. Les écrans, effectivement, quand vous avez des opérateurs qui ont passé la cinquantaine, voire qui approchent la soixantaine, déjà quand il faut leur demander d'appuyer un peu à droite et à gauche, et puis de leur dire, là, ce que tu vas utiliser, attention, il faut que tu regardes là, il faut que tu regardes là, il faut que tu regardes là, et très justement, faute de regarder devant, on est en train de regarder l'écran. Donc, moi, j'aurais tendance à... Un accompagnement personnalisé. Oui, c'est un accompagnement qu'il faut personnaliser, qu'il faut personnaliser. Le sujet est que l'outil soit bien maîtrisé. La formation, il n'y a que la formation. Vous donnez n'importe quel engin, on a tous travaillé, alors pour les plus anciens, il n'y avait rien de tout ça. Et on n'avait pas plus daté, on n'avait peut-être pas moins daté, je sais pas, mais on est aujourd'hui sur une pente. Alors pour ce qui est du groupe Furalp, de prendre toutes ces précautions, d'être à l'écoute, et on est sur une pente qui descend et qui descend. On a eu un petit plafond où on s'est dit, on a su motiver l'ensemble du personnel, mais ça suffit plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir avec justement nos Et comme vous êtes avec beaucoup de process et très structuré, vous avez créé votre organisme de formation. Alors, ça c'est le bienfait. Alors, je ne ferai pas de publicité pour le groupe Furalp, mais on a notre propre école aujourd'hui où l'ensemble des formations sont faites dans cette école-là. L'équipe pédagogique, c'est souvent les anciens opérateurs. Ah oui. Je fais une part de formation, moi, pour tout ce qui est la formation mécanisation. Je participe, donc l'ensemble des cadres peuvent participer. L'ensemble des quelques opérateurs aussi peuvent participer, apporter leur... et transmettre leur savoir. Ça fonctionne plutôt bien. Philippe, on parlait d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies. On peut également parler de télématique, puisque toutes vos gammes maintenant en sont dotées. Quel est le rôle et quelle est la contribution de la télématique dans le domaine de la sécurité ? Alors, c'est très clair. D'abord, il y avait la première étape de la télématique qui consistait donc à localiser le matériel, lutter contre le vol, etc. Mais la télématique, c'est une énorme source de data. C'est-à-dire qu'on est capable de mesurer durant la vraie vie du matériel, les cycles de travail. C'est-à-dire on est capable de savoir, typiquement sur un engin de manutention, le nombre de manœuvres en marche avant et le nombre de manœuvres en marche arrière, les manœuvres qui se font lorsque le bras est levé ou lorsque le bras est baissé. Et c'est là qu'on peut d'un côté contribuer à l'acculturation du chantier, c'est-à-dire de dire attention les gars, si vous servez trop du chariot en marche arrière avec la flèche levée, c'est peut-être pas la bonne pratique. Donc on peut peut-être déjà changer un petit peu la culture et les façons de travailler sur les chantiers. Mais toutes ces datas sont captées et récupérées par le constructeur qui va mettre ça à profit des ingénieurs et qui vont pouvoir analyser la vraie vie du matériel. Donc on a une photo de ce qui se passe réellement sur le terrain. On a des photos sur les temps d'arrêt des matériels. On a des photos sur les ralentis des matériels. Le ralenti d'un matériel, est-ce que l'opérateur est sur son siège ou est-ce qu'il n'est pas sur son siège ? Est-ce que potentiellement il peut se passer quelque chose ? Voilà, toutes ces choses-là sont mesurées par la télématique. Vous, c'est une mine d'informations Oui. et de données. Est-ce que vous arrivez à en exploiter quelques-unes au profit de la sécurité ? Alors, aujourd'hui, ça reste encore... on récupère de la donnée sécurité, effectivement, notamment sur notre gamme LogSafe. On récupère des informations sur le port de la ceinture, sur le déplacement avec une charge levée, sur des limites de charge. Donc ces données-là, on les récupère. On les récupère aussi sur les nacelles pour savoir si la personne était bien ancrée ou pas ancrée. Ce qu'on ne sait pas bien faire, honnêtement, c'est comment on les communique. Ça reste un vrai sujet aujourd'hui. Donc...
Ça viendra, hein. Je pense que il y a demain tous les outils, mais aussi il faudra aussi derrière des personnes pour analyser ça. Et cette prévention que j'appelle 2.0, elle est à mettre en place, quoi. Pour moi, aujourd'hui, alors, je reviens à ce que disait Jackie, il y a quand même des solutions simples. Et ce que tu évoquais au niveau, Rodolphe, de la culture de la sécurité dans les entreprises, on doit être tous à remonter des situations dangereuses, etc. Donc, effectivement, la data nous aidera. Je suis assez d'accord avec Philippe, c'est un plus. Mais la première étape, c'est qu'entre guillemets, quand on voit quelque chose qui est pas aujourd'hui bien fait, ou si on voit une situation à risque, la première étape, c'est de le signaler. Donc, ça aidera. Mais n'oublions pas qu'on a tous un rôle à jouer déjà pour, entre guillemets, animer cette sécurité. Et cette culture sécurité, elle est essentielle déjà. Le rôle du lourd, Rodolphe, dans le domaine de la formation de vos équipes et peut-être même proposé à vos clients. Est-ce que c'est quelque chose qui vous mobilise chez Eurolève et dans les autres sociétés du groupe? De la formation en interne, oui, effectivement, on forme l'ensemble de nos collaborateurs effectivement à la manipulation des machines et on va principalement parler de transport du matériel, vu que nous ne sommes pas utilisateurs finaux. Dans l'atelier et sur les matériels de transport, tout simplement. Après, il est vrai aussi qu'on peut être sollicité par certains clients qui demandent effectivement des formations, auquel cas on peut leur délivrer des formations, on va dire, simples sur les bonnes pratiques. Après, on peut aussi être la courroie de transmission pour rapprocher certains clients de nos fabricants ou d'organismes pour effectivement compléter les formations qu'on peut délivrer à nos clients. Le constructeur peut apporter sa brique au contenu pédagogique d'une formation? Oui, absolument. Donc ça fait partie des choses que l'on fait, en l'occurrence ce qui s'est fait avec le Dual View sur les dampers il y a quelques années et ce qui se fait aujourd'hui avec l'ASC, le dispositif de sécurité. On entame un tour de France avec un organisme public qui s'appelle l'OPPBTP dans quelques jours et on va faire le tour de France pour aller montrer ça à nos clients utilisateurs sur le chantier, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça apporte, regardez la simplicité de notre dispositif. Son efficacité. Et son efficacité, évidemment. Et aujourd'hui, ça fait partie du rôle du constructeur. Absolument. Aux côtés d'organismes spécialisés comme l'OPPBTP. Absolument. Oui, on est très très moteur là-dessus et on a été, je dirais, nous, on a demandé à l'OPPBTP comment on pourrait divulguer ce dispositif et le faire connaître dans toute la France, et d'où ce roadshow. D'accord. Est-ce que vous allez prendre d'autres initiatives pour accompagner vos clients dans cette démarche? On a effectivement d'autres en préparation, effectivement. En préparation. En préparation. sur d'autres gammes de produits. Sur d'autres gammes de produits qui sont à venir dans les mois et les années à venir. Mais oui, la sécurité, c'est... il n'y aura pas de retour en arrière sur la sécurité. En tant que société européenne, je rebondis un peu sur ce que disait Rodolphe, ce sont nos gènes. Donc allons-y, continuons à la sécurité pragmatique sur les machines. Jackie, des matériels plus sécurisés, des personnels plus formés, c'est des chantiers plus rentables tout simplement. Ça fait partie aussi de l'équation. Ah oui, ça fait partie de l'équation. De toute manière, le coût déjà d'une blessure, quand on sait ce que ça humainement, on enlève la partie humaine, et c'est pas ce que je fais habituellement, mais si on prend le coût financier d'un accident, ça peut être terrible et ça peut coûter très très cher. Donc, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement, et le retour d'investissement, ça sera, pour ce sujet-là, ça sera d'avoir le minimum d'accidents. Il y aura toujours la petite cheville, mais on y travaille aussi, pour éviter justement. Alors ça peut être la qualité d'une chaussure, on est vraiment très large dans la recherche, mais par contre, effectivement, quand votre collaborateur est en bonne santé, qu'il est présent, qu'il n'a pas été sujet à une maladie ou à un accident de travail, forcément, c'est de la rentabilité parce qu'il est là. Vous n'avez pas besoin de le remplacer. Voire même, nous on a certains matériels très spécifiques qui sont un engin, un homme. Donc on a 2 jokers, mais on arrive, si on avait 3, 4, 5 accidents de travail, si on banalisait justement le côté sécuritaire, on aurait certainement plus d'accidents, ça c'est certain. Moi j'en suis même convaincu. Et pour le coup, on aurait quasi du matériel à l'arrêt. Donc il y a quand même un sujet de productivité. Forcément, on produit bien et avec du matériel propre. Enfin,
on est à peu près tous dans la même, dans le même raisonnement, et c'est, après, faut parler aussi d'exemplarité. Moi, je suis, là, on est en pleine réflexion à titre professionnel, mais personnel, sur la conduite. Le risque routier chez Firab, c'est typiquement le risque premier, avec l'ensemble des véhicules. On doit être à 4 000 véhicules, à peu près 4 ou 5 000 véhicules. Ouais. Et là, vous avez... donc là, je suis en test, moi, sur mon véhicule, pour avoir un score conduite, par exemple. C'est tout bête, mais on peut peut-être nommer la marque, mais c'est Michelin, hein, avec qui on travaille, le système MCF, et ben c'est de se dire, on n'est pas géolocalisé, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Aujourd'hui, ils sauront tous que j'étais là, parce qu'à un moment ou à un autre, on transmettra la vidéo. Mais par contre, c'est pas de la géolocalisation, c'est plutôt de se dire, voilà, un score conduite, monsieur Jackie Claire, est-ce que vous conduisez bien ou pas bien? Donc là, on est en période de test, et on imagine pouvoir le mettre sur l'ensemble des véhicules. Ça challenge aussi, parce que quand on n'est pas bon, et ça m'est arrivé, et ben, on se corrige, on accélère un peu moins, on freine un peu moins, c'est une forme ludique. C'est une forme ludique qui permet d'amener aussi de prendre conscience de ses erreurs. Et c'est toujours un rappel à la sécurité, et la sécurité routière, on sait les dommages que ça peut faire. Donc, Philippe, on parlait de l'OPPTP avec qui vous allez collaborer. Ils annoncent des indicateurs le ratio entre un investissement dans la sécurité et la productivité de l'entreprise. Est-ce que pour le constructeur, ce sont des arguments que vous avez également objectivés auprès de vos clients? Oui, mais alors est-ce qu'on va assez loin? Certainement pas encore, mais ça fait partie des critères. En fait, dans toute ma carrière, on est passé par de la performance, on est passé par du design, on est passé par un certain nombre de critères de construction des matériels. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y en a deux qui sont essentiels. Le premier, c'est la décarbonation, et le deuxième, c'est la sécurité. Je dirais toutes les pelles du marché, toutes les chargeuses du marché sont capables de creuser, sont capables de charger. La différenciation qu'il peut y avoir d'un constructeur à l'autre, c'est sa capacité à avoir intégré cette culture sécurité, de l'avoir fait de la façon la plus économiquement viable pour le client, et puis également pour limiter ce qu'on appelle les downtime, c'est-à-dire les temps d'arrêt machine. Et donc ça, c'est la fiabilité avant tout. Donc ça, c'est la priorité du loueur. Machine immobilisée. La disponibilité du parc est un élément très important aussi. Oui. Pas ça. Et est-ce que là aussi, vous arrivez, vous, à dégager des indicateurs clés que vous... Ouais, parce qu'en fait, il y a parfois des coûts cachés. J'entendais ce que disait Rodolphe concernant est-ce qu'on arrive bien à valoriser finalement ces options sécuritaires qu'on peut rajouter sur les machines. Je le rejoins complètement, c'est pas certainement pas très simple. Par contre, on a des coûts cachés d'immobilisation. Si demain, un chariot se renverse, il ne va pas être réparé le surlendemain. C'est clair. La machine va être immobilisée des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc, nous, on a commencé à analyser un peu ces temps d'immobilisation entre nos chariots LogSafe qui offrent justement ces sécurités ou ces informations qui vont guider l'opérateur à éviter de circuler avec des charges hautes, donc éviter des renversements par rapport. Donc clairement, on voit bien qu'aujourd'hui, pour nous, c'est économiquement intéressant malgré tout, c'est que ça nous permet, entre guillemets, d'avoir une disponibilité parc plus importante. Rodolphe? Alors je rejoins David, évidemment. Ce qu'on attend maintenant de la part des constructeurs, c'est que le système de sécurité ne soit pas le motif de la panne. Oui. C'est vrai que ces matériels, c'est bien souvent, pas tout le temps, mais c'est assez souvent de l'électronique qui est soumis à des vibrations, de la poussière, de l'humidité. Donc c'est quand même des conditions d'exploitation très dures. Donc c'est pour ça aussi qu'on souhaite vraiment que ces systèmes soient intégrés dans les machines dès la conception, pour que le constructeur ait réfléchi au meilleur endroit et qu'il n'y ait pas de montage en deuxième monde, de bricolage, parce qu'on sait tous pertinemment que plus ce sera intégré en amont, plus ce sera fiable, et ça sera pensé par des gens dont c'est le métier. Donc c'est vrai que parfois, le motif de la panne, c'est encore des problèmes électroniques et autres, mais petit à petit, on avance et on progresse. Complètement.
Avant de clore cette table ronde, je vais vous demander un petit exercice de prospective. Comment vous envisagez le matériel de chantier, Philippe, d'ici à 5 ans, sur ce registre de dispositifs de sécurité, de conception de sécurité? Je pense que clairement, à la fois la télématique qu'on a évoquée ce matin et à la fois donc avec les sujets de communication exploitables, entre guillemets, pour les clients finaux. Et puis, l'intelligence artificielle va encore continuer de révolutionner le domaine de la sécurité. Et c'est tant mieux. Je ferai simplement un parallèle avec les voitures que l'on utilise au quotidien. Si on les compare 3 ans en arrière, 5 ans en arrière, c'est incroyable ce qu'il y a sous le capot et qui en fait nous assiste. Pour citer un cas personnel, je fais 1h30 de route tous les soirs pour rentrer chez moi et je suis dans mon bureau ambulant. Donc je dis pas que j'ai pas d'accident, ça peut arriver, mais je suis beaucoup plus en sécurité et je peux continuer de travailler et de faire ma journée sans pour autant prendre des risques, ce qui était mon cas il y a probablement 10 ans, lorsque je faisais des dizaines de milliers de kilomètres par an. Voilà. Donc on va continuer avec l'assistance. Faut pas aller trop vite. Faut que ce soit accepté économiquement, on l'a vu. Faut que ce soit accepté par les opérateurs. Mais il faut qu'on avance dans cette direction-là. Et c'est inadmissible qu'il y ait encore des accidents sur des chantiers pour des choses bêtes. Donc ça, il faut les éliminer le plus possible. Tout comme c'est inadmissible qu'il y ait des accidents de voitures, alors qu'aujourd'hui, on sait faire des voitures autonomes qui seraient capables de se suivre sur la francilienne sans avoir aucun accident et ne jamais se toucher. Jackie, des matériels autonomes sur vos chantiers à l'horizon 2030? Alors, en 2030, ça fera 4 ans. Dans 4 ans, je les regarderai. Je ne les utiliserai plus. Mais oui, non, mais ça évolue. On voit l'évolution du matériel. Je rejoins. On a aujourd'hui des voitures qui roulent quasi toutes seules, quoi. Et il y a encore des accidents. Donc, le matériel va évoluer. La télématique va aider aussi, parce que ça va permettre de l'utiliser, voire de le regarder, mais de l'utiliser différemment. Et oui, quand on voit l'évolution qu'il y a eu ces 10, 15, 20 dernières années, oui, ça va forcément. Alors, je ne sais pas en quoi, mais là, on ira voir nos fournisseurs et ils nous expliqueront. Mais globalement, oui, ça va. Et on verra aussi ce qui se passe du côté de la location, puisque généralement, vous êtes les premiers à mettre sur le marché ces solutions. On y croit chez Loxam. On en fait un levier de développement. Oui, on y croit. Je rejoins ce que disait Philippe. Alors, je ne sais pas si honnêtement c'est l'horizon 2030 ou 2035 ou 2040. Je miserais plutôt sur 2040, mais finalement, effectivement, après toute l'assistance qu'on va pouvoir apporter, l'étape suivante pour moi, effectivement, c'est le matériel autonome finalement. Puis en plus, ça répondra à d'autres contraintes qu'on pourrait avoir dans les années à venir sur trouver des opérateurs, avoir suffisamment d'opérateurs. Donc, je pense qu'on ira vers ce type de matériel, oui. Rodolphe. Moi, j'aimerais revenir sur un point qui me tient à cœur. La télématique. Alors, on a évoqué plein de choses. On a évoqué déjà la localisation, la gestion des vols, une surveillance de l'utilisation. On a aussi des systèmes qui sont de plus en plus proactifs en termes de maintenance. Et la maintenance, parfois, ça peut éviter aussi des accidents, dans certains cas. David a parlé de la transmission, et nos clients sont très friands de ces informations, que ce soit pour les bilans carbone, comme de la méthode d'utilisation. Mais à un moment, il faut, quand on est entrepreneur ou loueur, on ne va pas forcément choisir d'acheter telle machine parce qu'on a déjà le système. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 5, 10, 15, 20 marques de machines. Et dans certains cas, chacun a son système. Donc à un moment, on va avoir harmonisation, des capacités extraordinaires, mais toute notre énergie va passer dans l'intégration de ces systèmes. Parce qu'il n'y en a pas deux qui communiquent ensemble. Et donc, on va passer beaucoup de temps, d'argent, d'énergie à faire en sorte d'avoir soit la gestion de 20 systèmes différents, soit de regrouper ces 20 systèmes en un seul. Donc, c'est des coûts en plus, c'est une limitation des performances des uns et des autres. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que
on ait à l'avenir une interopérabilité des systèmes. C'est-à-dire, comme un téléphone, aujourd'hui, vous voulez un Samsung, vous achetez un Samsung, vous voulez un iPhone, vous avez votre iPhone, vous êtes chez Bouygues, chez Orange, chez qui vous voulez, ça fonctionne. Et c'est ça que j'aimerais qu'on ait le plus vite possible. Le message est passé, ça ne vous a pas échappé. Certains se sont déjà positionnés sur ces prestations, donc vous pourrez certainement trouver des réponses à ces questions. Voilà. On aura compris que la sécurité, au contraire d'être un frein, est un levier de performance, de rentabilité et de productivité. On a bien compris que chacun, constructeur, utilisateur final et loueur, a son rôle à jouer et que, visiblement, en collaborant ensemble, vous allez plus vite et plus loin. Merci, à bientôt pour une prochaine réunion de Chantiers de France. Merci. Merci. Merci.